Bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Surface de Vérité. Dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous un homme en tout cas qui a parcouru, il a fait le tour d'institutions importantes de la République, notamment la direction générale du CNU, mais aussi la direction générale du plus grand centre hospitalier universitaire du pays, l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Il est titulaire d'un DSS en administration des entreprises, obtenu à Clermont-Ferrand en France. Administrateur des services postaux et financiers à la retraite, comme je l'ai dit, ancien directeur général du CNU, puis de l'hôpital Yalgado. Il est aujourd'hui directeur général et fondateur de deux amis, agence internationale, les Amis du Management et de la Santé. C'est Bibia Robert Sangaré qui est dans le fauteuil blanc. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Et que devient Robert Sangaré après la direction générale de l'hôpital Yalgado? Bien, merci. Et avant toute chose, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous me faites de m'inviter sur votre prestigieux fauteuil blanc. C'est toujours un honneur de voir qu'il y a des personnes qui pensent que votre modeste personne fait partie des Burkinabés, dont la modeste voix peut être entendue dans des moments aussi cruciaux de la vie de notre pays, tels que ces moments que nous vivons, marqués par les deux grandes difficultés que le pays traverse, le terrorisme puis le coronavirus qui vient aujourd'hui donc accroître davantage les difficultés du pays. Je profite bien sûr pour aussi présenter toutes mes condoléances à toutes les personnes qui ont malheureusement été emportées par cette terrible maladie et souhaite une bonne guérison à tous ceux qui en souffrent. Vous me permettrez aussi, sans abuser de votre temps, me permettre aussi de rendre un hommage à certaines personnes qui, pour moi, ont joué un rôle important dans ma vie, auprès de qui j'ai beaucoup appris. En tant qu'agent et cadre de l'État, ceux qui m'ont formé, je vais parler de feu Fofana Adama, ancien ministre, c'est un postier. Je vais parler de feu Bruno Bessin, qui est décédé il y a 3 jours, auprès de qui j'ai appris, parce qu'il était secrétaire général de la présidence quand j'étais conseiller politique là-bas. Donc j'ai travaillé sur lui aussi pendant 3 ans. Et feu Daouda Traoré, qui est décédé aussi le même jour en tant qu'ancien DG de la Poste Burkina, qui a été mon supérieur à plusieurs titres, et en tant qu'ancien DG de la Poste. Toutes ces personnes. Et bien sûr, il y a plein d'autres que je ne pourrais pas finir de citer et auprès de qui j'ai beaucoup appris. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, après près de 39 ans de service au service de l'État, on m'a remis à mes parents, comme on dit, donc en fin 2017. Et dans ma philosophie, j'ai toujours considéré que la retraite ne signifie pas qu'on ne peut pas être utile à sa collectivité ni à son pays. Donc, depuis longtemps, moi, je pensais déjà... Qu'est-ce que je pourrais faire une fois que je serai atteint par l'âge de départ à la retraite? Une forme de reconversion. Voilà, tant que Dieu me donnera la santé physique, morale et mentale, je me dis quand même que je peux toujours être utile. Et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas le genre de gars à sortir avec un fauteuil le matin pour choses. Donc j'avais réfléchi, déjà même quand j'étais au CNU, etc., j'avais commencé à penser à créer quelque chose dans le sens de l'accompagnement des personnes qui désirent aller étudier à l'extérieur. Parce que je fais partie des fondateurs de l'agence de l'association des œuvres universitaires de la francophonie, à mon initiative et moi-même et celui du Bénin, parce qu'on voulait justement créer pour que les CNU des différents pays de l'espace francophone soient des canaux par lesquels on pouvait faciliter les échanges d'étudiants et les inscriptions des étudiants. Et malheureusement, avec les mouvements des différents DG, on n'a pas pu après. De concertation avec mes amis français, j'avais créé une structure qui s'appelle Études et stages à l'étranger, qui avait même été officiellement créée. Bon, entre-temps, j'ai eu ce poste de DG par appel à la candidature à Yalgado. Donc j'ai dû mettre ça en veilleuse. Et après, quand je me suis retrouvé à Yalgado, après 6 ans, n'étant pas médecin de formation, mais tirant leçon de tout ce que j'ai vécu, et j'ai pensé comment je peux continuer, parce que vraiment le milieu de la santé me passionne, ça m'a beaucoup marqué, parce que c'est un carrefour à la fois de souffrance, mais aussi d'espoir pour les gens. On voit toutes sortes de choses qui heurtent le cœur, on voit toutes sortes de pratiques, mais parfois aussi on se sent utile quand on arrive
à redonner l'espoir à quelqu'un. Quand on a le sentiment d'avoir pu aider quelqu'un à recouvrer la santé, on éprouve une certaine satisfaction. Donc j'ai pensé que même si je ne suis plus à Yalagado, qu'est-ce que je peux faire pour aider mes compatriotes en matière de santé. Et là, vous avez mis en place cette structure. Voilà, parce que j'ai été témoin de beaucoup de choses. Beaucoup de gens qui sont partis se soigner à l'étranger ont rencontré plein de mésaventures. Mais les plus graves mésaventures, parfois, c'est au niveau même de la qualité des soins. Bon, Deux amis, concrètement, voilà. C'est quoi Non, c'est l'Agence internationale des aides du management et de la santé. Ça, tout à fait. Voilà. Donc, nous ne nous définissons pas comme intermédiaires. Nous faisons de l'assistance médicale. Aujourd'hui, il y a des structures, effectivement, qui font de l'assistance médicale, qui consiste à accompagner, à conseiller les gens pour gérer leur santé, à les assister lorsqu'ils sont amenés à se déplacer pour aller ailleurs, pour aller se soigner. Vous savez, la santé, c'est un phénomène transversal mondial. Comme on dit, la santé n'a pas de prix. Les gens sont prêts à aller chercher la santé, même à 10 000 km, à 50 000 km si c'est nécessaire, parce que c'est le premier des trésors que vous avez. C'est ça qui conditionne tout le reste. Donc, je me suis dit, bien, je vais continuer à travailler en concertation avec les médecins professionnels, en servant effectivement d'assisteurs et dans cette assistance, parce que dans la prise en charge d'un patient, ce n'est pas seulement le fait de lui prescrire des médicaments pour avaler au-dessus. Il y a tout un ensemble qui concourt au rétablissement de la santé du patient. Des aspects environnementaux, psychologiques, etc., qui comptent beaucoup dans la guérison du malade. Et tout ça, souvent, il y a des aspects qui manquent. Donc, j'ai regardé comment je peux aider. Et des amis, en fait, ce n'est pas seulement à l'extérieur. Nous pensons à développer même un certain nombre de petites prestations. Peut-être que si Dieu me donne longue vie et la santé, je pense que d'ici 1 ou 2 ans, les gens vont voir. C'est un service d'assistance que l'on peut faire même au niveau national. Donc, c'est ça. Et maintenant, l'aspect management aussi, parce que j'ai fait du management, parce que j'ai géré des structures de santé, parce qu'en matière hospitalière aussi, aujourd'hui, l'aspect managérial est très important. Donc, j'ai fait aussi de la formation en matière de management des structures hospitalières et des services de santé, et même que j'ai été sollicité à l'extérieur pour ça, par l'Institut Forum et l'assistance publique hôpitaux de Paris pour faire des formations. C'est un management spécifique. À des DG. Non, c'est l'approche. C'est-à-dire les gens ont été étonnés par mon style, et l'Institut Forum à La Rochelle et l'assistance publique hôpitaux de Paris l'année dernière m'ont sollicité en novembre 2018 pour faire une formation en matière de réorganisation et des services cliniques et médico-techniques que j'ai donné à Giancourt en banlieue parisienne à une dizaine de DG de responsables d'hôpitaux venus de divers pays à Paris en novembre 2018. Et depuis lors, ils m'ont inscrit sur la liste de leurs consultants en matière donc de management et des structures hospitalières et des services de santé. Voilà. Et donc, 2 amis poursuivent son bonhomme de chemin. Tout à fait. En assistant, en aidant aussi. Par exemple, pour les évacuations, c'est toute une procédure. Oui. Alors, il y a plusieurs modèles. Il y a bien sûr, effectivement, l'évacuation par le canal, bien sûr, du ministère de la Santé, qui, effectivement, en tant que structure, en tout cas pour les évacuations financées par fonds publics ou par les structures de l'État, effectivement, il faut monter, le médecin traitant monte un dossier, ça va au collège des médecins de Yalagado ou chirurgien, ensuite au conseil de santé, et quand c'est approuvé, effectivement. Mais il faut que le ministère de la Santé s'appuie aussi avec des structures qui peuvent assister ces patients-là dans les différents pays où on les envoie. Parce que c'est difficile. Des fois, les malades peuvent partir comme ça, certains partent d'eux-mêmes comme ça, arriver là-bas, mais ils se retrouvent dans un environnement où ils ne peuvent pas tenir. Moi, j'en ai reçu plein, souvent des gens qui viennent, ils sont racistes ici, ils sont ceci, comme ça. Parce que justement, le canal par lequel vous êtes parti, ou bien vous levez ou partez comme ça, ce n'est pas indiqué, ou bien vous ne connaissez pas comment les structures de soins sont organisées, hiérarchisées, tant du point de vue spécialisation que du point de vue niveau de soins, on se lève comme ça, on part. Conséquence, beaucoup d'erreurs. Beaucoup de gens peut-être sont partis se faire traiter dans des structures inappropriées. Notamment le Maghreb, c'est une destination. Bon, oui, il y a des bons hôpitaux. Nous, on a des hôpitaux partenaires, parce que moi, je travaille à Mondial Care France. Mais triangulairement, nous avons des hôpitaux partenaires et au Maroc, et en Tunisie, et en France, bien sûr. Voilà. Donc nous avons, et en fonction de la complexité de la pathologie, etc., nous proposons la structure de soins au donneur d'ordre. Le donneur d'ordre peut être le ministère de la Santé, le donneur d'ordre peut être une société d'État, le donneur d'ordre peut être la famille, le donneur d'ordre peut être le patient lui-même.
nous lui disons, bon, on envoie ton dossier que dresser, parce que nous, notre principe, moi, mon principe, c'est toujours la complémentarité entre médecins burkinabés et médecins étrangers. Si vous venez me voir tout de suite, je vous dis toujours, il faut que vous voyez un spécialiste burkinabé qui va faire le dossier initial, qui va constater effectivement que votre mal est complexe, que nous ne pouvons pas le soigner au Burkina parce que soit par défaut de plateau technique, soit par défaut de spécialistes ou pour telle ou telle raison. Et c'est ce dossier que nous pouvons envoyer pour étude à la structure, à Mondial Care, qui va donc voir en fonction, qui a son pool aussi de médecins spécialistes, et on regardera la structure la plus appropriée pour traiter votre mal, et on vous fera la proposition qui donnera toutes les indications, le plan de soins, ce que nous appelons un projet de soins, le coût éventuel de la prestation, et c'est nous qui vous assistons de bout en bout, depuis Ouagadougou à l'aller, jusqu'à pendant votre séjour ou au retour, que ce soit en période d'hospitalisation au sein de la structure, ou bien quand vous êtes en période hors hospitalisation. Nous avons toute une chaîne d'appart-hôtels, parce que nous avons des structures hôtelières partenaires aussi, et en ce moment, en fonction de la situation, vous êtes logés. Et si vous devez suivre les soins en ambulatoire, c'est nous qui assurons tout. C'est tout un ensemble. Donc, par contre, pour les évacuations sanitaires de l'État, parfois les plaintes ne manquent pas. On a l'impression que c'est une affaire privilégiée. Pourtant, ce n'est pas le cas. Moi, les évacuations sanitaires, ça passait par moi quand j'étais à Yalagadou. C'est-à-dire que je ne suis pas médecin, mais administrativement, c'est moi qui les transmets. Mais je peux vous dire qu'en regardant la qualité et la catégorie des gens qui bénéficient des évacuations sanitaires de l'État, ce n'est pas forcément les privilégiés. Bien au contraire, les privilégiés où les autorités ne veulent pas passer par ce cas-là, parce que soit ils veulent cacher leur maladie parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache, parce qu'ils ont les moyens, ils préfèrent prendre l'avion tranquillement et aller eux-mêmes. Et c'est pour ça aussi certains commettent beaucoup d'erreurs et partent se faire soigner dans des structures inappropriées où malheureusement ça se termine parfois mal. Sinon, quand vous regardez la catégorie des gens, il ne faut pas croire. Nos médecins là ne sont pas aussi complaisants que les gens le pensent. Les gens regardent, il y a des paysans, il y a des ouvriers, il y a des copains qui ont bel et bien bénéficié et qui bénéficient des évacuations sanitaires aux frais de l'État burkinabé. Et les gens, comme au Burkina, on aime tellement exagérer, parce que personne ne part jamais à la source pour voir sur la base des statistiques, en disant, voici telle année, je prends la liste des évacués de l'État. Combien sont des gros taux, comme on appelle? Les gens verront que l'État burkinabé, je ne dis pas, il peut y avoir toujours des petits coups de piston pour une ou deux ou trois personnes, mais ce n'est pas la règle générale, contrairement à ce que les gens pensent. Ah oui. Ouais. D'accord. Alors, du CENU, du Centre national des œuvres universitaires CENU, à l'hôpital Yalagadou, ce sont des structures, deux structures différentes. C'est forcément aussi deux styles de management, non? Ah oui, bien sûr. Vous savez, pour quelqu'un qui a fait du management, tu dois être apte à gérer ou à conduire les hommes, quelle que soit la nature de la structure. C'est ça la différence. Parce que les étudiants aussi, ce n'est pas aisé de gérer oui, des mais moi, je n'ai jamais, mais curieusement, les œuvres universitaires. S'il y a bien des gens avec qui moi je n'ai pas eu de problème, c'est bien les étudiants. 8 ans à la tête du CENU, ce n'est pas une mince affaire. Et vous pouvez fouiller, vous n'avez jamais vu un seul jour que les étudiants au Burkina, des 3 universités à l'époque, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudou qui est venu s'ajouter à la dernière minute, qu'un seul jour, vous avez vu des étudiants se lever marcher contre les DG pour dire il faut les chasser, il faut faire ceci ou cela. J'ai toujours travaillé en concertation avec les gens. Parce que je pars d'une base, contrairement à certaines personnes, pour moi, les étudiants, ce n'est pas des gamins. C'est des gens qui peuvent avoir un sens de responsabilité. Tout ce que je veux faire, je discute avec eux, avec leur association. Et j'arrive à leur expliquer que ça est dans leur intérêt. Quand je suis arrivé, il y avait des choses que les étudiants croyaient en faisant la gratuité, par exemple les cartes d'étudiants. On pensait qu'en faisant gratuitement, je leur ai montré que non, une carte d'étudiant, c'est un document qui doit vous honorer. Vous devez être fier de payer la carte d'étudiant. Et je leur ai expliqué. En France, en chose, vous avez les avantages parce que quand vous présentez votre carte d'étudiant, c'est une pièce crédible. C'est pourquoi on accepte que ça serve à quelque chose d'officiel quand vous voulez faire certaines opérations. Mais ici, un jour, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'était gratuit, tout le monde, on distribuait n'importe comment. Je suis allé, j'ai fait l'effort de prendre la liste de tous les inscrits de l'université de Ouagadougou et j'ai comparé aux cartes chez nous. J'ai trouvé près de 200 étudiants fictifs ou des 200 étudiants qui n'étaient pas des étudiants mais qui avaient des cartes chez nous mais qui mangeaient au restaurant universitaire. Et vous êtes étonné que les places ne suffisent pas. Je leur ai montré, voilà. J'ai pris, je suis allé montrer au ministre, là, à Savarego, voici les cartons de ceux qui sont censés être officiellement en comparaison aux chiffres de l'université. Voici les cas.
Parce qu'à l'époque, certains prenaient les cartes comme ça, qui allaient donner à sa cousine, son frère, son ceci. Et puis, presque tous les vendeurs, excusez-moi, le vendeur d'orange, venaient manger au restaurant universitaire. Parce qu'il n'y avait aucune comptabilité, à proprement parler, de ces fameuses cartes d'étudiants. Parce qu'on gérait ça comme du papier ordinaire. Même chose pour les cartes de cité. Vous voyez, quand je les ai démontrés que c'était dans leur intérêt, qu'il est préférable pour qu'un étudiant puisse payer la carte d'étudiant à 100 francs ou 200 francs, à la longue, ils ont été convaincus du bien fondé. Parce que maintenant, il y a un nombre de cartes d'étudiants quand on fait. Et ça, si j'ai fait 100 000 cartes d'étudiants vendues à 200, en termes de recettes, c'est tant qui est attendu. J'ai dit aux agents comptables, c'est des valeurs. Tu les gères comme des valeurs parce que ça représente de l'argent. Et quand c'est comme ça, il y a sorti vente à la fin du mois. Et s'il y a des pertes, l'agent comptable va s'expliquer. Donc, tout est une question d'approche. Quand le monde d'aujourd'hui, on le dit, le 21e siècle, ce n'est pas l'administration de commandement, c'est l'administration de management. Et l'administration de management, vous obtiendrez de l'homme en termes de productivité, en termes de rendement, s'il se sent mis en confiance, s'il se sent considéré que par la coercition. Aujourd'hui, vous n'obtiendrez pas le meilleur rendement, la meilleure rentabilité, la productivité humaine de l'homme si vous pensez que c'est par la terreur, si vous pensez que c'est par l'intimidation que vous allez pouvoir obtenir de lui un bon rendement. C'est une fausse route. Et les gens demandent, j'ai quitté le CNU, je suis allé chez les médecins, la même chose, j'ai eu la même attitude. Il y a des domaines sur lesquels... Là, c'est un autre état d'esprit. Oui, hein, ils étaient tous, c'est des sommités. Eux tous, du point de vue académique, sont au-dessus de moi. La plupart, c'est des doctorats. Moi, je n'ai qu'un modeste DSS. Eux, c'est des docteurs, des professeurs titulaires et autres. Mais je n'ai jamais eu de problème avec eux parce que je les considérais dans leur rôle. Un médecin, tu ne peux pas lui imposer, sur le plan médical, comment il faut soigner un malade. C'est son domaine réservé. Mais tu ne peux pas aller, par exemple, acheter du matériel ou des choses sans l'associer. Si tu le fais, s'il dit que ce n'est pas bon, tu fais quoi? Mais c'est tout le débat qui revient régulièrement. On voit les syndicats des agents de travailleurs, oui. que ce soit le SYNCHA ou le CIMEB, oui. revenir régulièrement sur cet état de fait, parfois, justement, ces achats qui se font sans forcément l'avis des techniciens. Et après, il y a toutes ces difficultés par rapport à l'utilisation. Vous pouvez faire vos enquêtes à Yalagado. Aucun professeur ne va dire que moi, Robert Sangaré, je me suis assis dans mon bureau bureaucratiquement et je suis allé acheter un matériel. Et puis, je ne lui ai pas dit. Ne serait-ce que le descriptif technique, là, c'est lui qui va le faire. Si c'est mauvais, là, tu ne vas pas dire que tu n'es pas au courant. Je vous prends un seul exemple. Quand je suis arrivé, on m'a donné la subvention de dialyse. 1 milliard. J'ai appelé le professeur Lenganou. Moi, je ne connais pas ce qui... L'État veut qu'on s'occupe convenablement des malades dialysés avec cette subvention spéciale. Qu'est-ce qu'il faut acheter avec? C'est toi qui vas faire la liste. Tu vas indiquer. Et chaque exercice budgétaire, il fait le point et il dit il faut payer tant de générateurs, tant de ceci, pour la formation de temps. J'amène en conseil d'administration, proposition du chef de service de dialyse, proposition de dépenses éligibles sur la subvention, conseil d'administration adopte, c'est tout. Les besoins, les descriptifs chez nous. Les formalités de commande, ça c'est moi, en tant que DG. Du coup, quand ça vient, ils sont à la réception, ils sont à la... c'est eux qui ont donné les indications, c'est eux qui ont donné les descriptifs techniques. Qui peut se plaindre? Demain, tu ne peux pas venir dire que j'ai payé des choses sans ton avis. D'accord. On va y revenir sur ces aspects plateau techniques. Mais avant, il y a aussi cette procédure d'appel à candidature, puisque vous êtes arrivé à la tête de cette institution sanitaire par appel à candidature, mais finalement qui a été brisée par la suite, puisqu'on est retombé dans les anciennes approches. Est-ce que ça veut dire finalement que cette approche-là, appel à candidature, n'est pas efficace? Non, chacun a son appréciation. Moi, personnellement, au départ, on était tous sceptiques. Quand le Premier ministre Zongo qui lançait cette initiative en 2010. Personnellement, tout le monde doutait. Les gens même l'ont soupçonné à l'époque que c'était un canal pour ceux. Mais à la pratique, je pense qu'aujourd'hui, comme quelqu'un l'a dit, il faut savoir distinguer les structures de mission des structures, j'allais dire, politiques. Il y a des structures qui ne doivent pas être tout politiques. C'est des structures de mission, c'est des structures de prestation de services. Vous pouvez aller en France aujourd'hui, personne ne deviendra DG d'un hôpital si ce n'est pas par la compétition. Du coup, ça résiste à toutes les vagues, quel que soit le mouvement, parce qu'ici, il s'agit d'une mission vraiment de service dans un domaine donné. Donc, la procédure, dans sa philosophie, est très bonne. À l'exercice, effectivement, comme toute première expérience, il y a des insuffisances. Il y a eu des DG qui s'en sont sortis, il y a eu des DG qui ne s'en sont pas sortis, mais est-ce que la faute était seulement au DG? Parce que quand on vous demande d'élaborer des plans
de planifier, vous avez planifié, vous faites un budget programme avec des tranches annuelles de mise en œuvre régulièrement approuvées par le gouvernement à travers le ministère des tutelles techniques et le ministère des Finances. Maintenant, lorsqu'il s'agit de vous mettre ce budget à disposition, on ne vous le donne pas, qu'est-ce que vous faites? Après, on va venir dire que vous n'avez pas atteint les objectifs qu'on vous a fixés. Alors que vous vous êtes accordé, vous avez fait un plan d'action, vous avez fait un plan stratégique de développement qu'on appelle projet d'établissement en milieu de santé, que l'organe délibérant, le conseil d'administration, a approuvé, que les ministères qui doivent approuver au titre du gouvernement l'ont fait. Maintenant, lorsqu'il s'agit de vous donner les moyens, après on prend en classe. Si on devait calculer objectivement le budget de Yalagado, je peux dire que Yalagado n'a jamais pu bénéficier du budget digne d'un hôpital de référence nationale d'un pays. J'ai dit bien un hôpital de référence nationale d'un pays. Parce que Yalagado était censé être au sommet de la pyramide sanitaire. La logique aurait voulu que Yalagado soit à même vraiment de prendre en charge toutes les pathologies, aussi complexes soient-ils, et toutes les situations. Et ce n'est que quand Yalagado ne peut pas qu'on peut parler d'évacuation. Mais on a les compétences humaines. Nos médecins n'ont rien à envier avec leurs homologues extérieurs. Ils sont très respectés quand ils vont à l'extérieur. Maintenant, il faut les moyens de travail. Et à ce niveau, ça pêche. Voilà. Quand moi j'arrivais à Yalagado n'avait même pas 250 millions comme budget d'investissement. Pas 250 millions comme budget d'investissement? Oui. N'avait pas. C'est moi, avec cette suggestion, qui ai décidé d'affecter 20% des recettes propres de Yalagado à l'investissement. C'est plus tard, on a eu des moyens, on a acheté des trucs, et puis, par le canal de la Sojimabé, on a pu avoir beaucoup. Et entre-temps, décision ayant été prise de faire de l'actuel Bogodogo pôle 2 de Yalagado, on a eu un gros financement grâce à l'entraînement du ministre Léné Sebogo et du PCA Kouyaté, à l'époque, près de 7 milliards d'équipements qu'on a commandés, après qu'on ait travaillé sur la répartition des services, après que les conseils d'administration aient approuvé, les deux ministères. On était prêt à déménager en début 2016. Le gouvernement a pris une autre option. L'autonomie de Bogodogo. Voilà, c'est son droit, c'est sa prérogative. Mais ce que je regrette, c'est de n'avoir pas remis une bonne partie de cet équipement à Yalagado parce que tout ce matériel était censé être commandé au nom de Yalagado. C'est ça qui est regrettable. Sinon, je n'ai rien contre. Et du coup, tout ce matériel est allé à Bogodogo. Oui, une bonne partie en tout cas, 80%. Au détriment de Yalagado. Exact. Alors que Bogodogo devait être le pôle 2 de Yalagado. Ouais. Avec quel objectif final? Est-ce que c'est efficace cette autonomie de Bogodogo? Si, ça peut être efficace. Maintenant, c'est la démarche peut-être. Bon, ce que le personnel de Yalagado a ressenti à l'époque, parce que nous avons eu des réunions après, le personnel était quand même choqué, il faut le dire. C'est ce sentiment qu'on a déshabillé Pierre pour habiller Paul qui a un peu découragé le personnel. Sinon, ça pouvait se mener convenablement que le nouvel hôpital, le pôle 2 de Yalagado, que l'on décide de le transformer en hôpital autonome, n'est pas mauvais en soi. On pouvait même spécialiser ce pôle en autre chose. Bon, maintenant, ce que les gens à Yalagado, je le dis franchement, ont éprouvé, ont été frustrés, c'est effectivement la manière, l'approche, parce qu'on a tous appris la décision comme ça, par la presse, comme ça. Alors qu'au départ, il y a eu une démarche pour amener les gens à accepter l'idée de la séparation, pour amener les gens qui ont accepté de rester sur l'ancien site, qui ont accepté pour aller sur le nouveau site. Tout ça, ça fait l'objet d'un consensus, d'une négociation avec les partenaires sociaux, avec la commission médicale d'établissement qui est l'Assemblée générale de tous ces grands professeurs. On a réparti les services, chacun a identifié son bureau, on a fait les aménagements en conséquence. Maintenant, lorsque l'autre option a été prise, c'est que moi j'ai regretté à l'époque, et je l'ai dit ouvertement, quand le Premier ministre Paul Kabacheba est venu à Yalagado, je lui ai dit les conséquences de cette option. Moi, je veux bien que c'est de la prérogative du gouvernement, c'est sa vision. Mais à l'époque, il ne fallait pas qu'on nous reproche, après encore, pourquoi Yalagado est dans un état de dénuement, parce que ça, ce n'est plus... Il y a eu un détournement d'investissement. Bon, moi, je ne sais pas si je vais appeler ça comme ça, mais en tout cas, nous n'avons pas été contents à l'époque de la manière dont les choses se sont passées. Alors qu'on pouvait le faire dans une parfaite concertation pour que les deux hôpitaux puissent jouer pleinement un rôle complémentaire et efficace au profit de l'ensemble du peuple burkinabé. Finalement, Yalagado, grand de nom, mais qui manque de tout. Bon, pas de tout. Yalagado aussi n'est pas, contrairement à ce que les gens pensent,
Comme on dit, le nom de l'âne est gâté d'avance souvent. Souvent, moi, j'entends des choses sur Yalgado, je pense que c'est injuste. Et ce que je regrette, même si les politiques, c'est de ne jamais venir à l'information à Yalgado et de se mettre dans des affirmations comme ça sur la base de la rumeur. Je prends un seul cas. On dit toujours Yalgado était mouroir. Yalgado était mouroir. Mais personne n'est venu vous dire, voici le taux de mortalité hospitalière de Yalgado. Voici, Yalgado, en 2030, Yalgado a reçu par exemple 10 000 personnes, voici ceux qui sont sortis les pieds devant. Le taux de mortalité à Yalgado, parfois, c'est autour de 4%. Ça veut dire que sur 100 personnes, on en sauve 96. Mais personne ne voit ça. Donc Yalgado, ce n'est pas un mouroir. Yalgado n'a jamais été mouroir. Nos médecins font de ces miracles. C'est des vrais patriotes, les médecins de Yalgado. Si je vous explique comment certains se sont mobilisés à l'occasion des différents événements que nous avons reçus, de l'insurrection en passant par les différents attentats, comment les gens se sont surpassés pour sauver des vies, vous n'allez pas croire. Mais c'est aussi là qu'on oriente les patients vers les cliniques privées, non? Comment vous avez géré Non, ce n'est pas tout le monde. Bon, comme dans tout milieu, il peut y avoir effectivement des gens qui trichent avec l'hôpital public. Mais il y a aussi des médecins patriotes. Est-ce que c'est la majorité qui fait ça? C'est la question qu'il faut se poser. Il n'y a pas de milieu où il n'y a pas de brebis galeuses. Mais il ne faut pas, à partir de cette base-là, frustrer tous les médecins, tous les infirmiers, tout le petit personnel qui se surpasse, qui se bat, et qu'on ne reconnaisse pas et qu'on pense que tout est systématiquement mauvais à Yalgado. Moi, j'ai dit, le jour qu'on fera l'erreur de tuer Yalgado dans le système sanitaire burkinabé, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça risque d'être une révolution. Parce que le peuple burkinabé se sent affectueusement attaché à son Yalgado. Il faut renforcer cet hôpital plutôt. Quitte à le spécialiser, quitte à le garder dans son niveau populaire, je suis d'accord, que parce que c'est un hôpital du peuple, il peut rester dans son statut social, mais il ne faut pas le délaisser. C'est une grosse erreur. Qu'avez-vous apporté à Yalgado, justement, en tant que DG? Non, moi je ne peux pas, comme on dit, la modestie veut je ne peux pas parler de moi-même. Ce que je sais, c'est que j'ai été recruté par appel à candidature. Annuellement, je suis évalué par un conseil d'administration qui me donne une note. S'ils ne sont pas satisfaits, j'étais libre de dire, ce DG-là, on lui a fixé des objectifs, résultat nul, on ne veut pas de lui, on met fin à son contrat. J'ai fait mon premier mandat, 3 ans. Ils m'ont apprécié, ils ont estimé que j'ai fait du bon travail, reconduction. 3 autres années. À la fin, ils sont venus. Ils ont dit, OK, à la fin, c'est moi-même qui ai exigé que je veux rendre compte de mon passage avant de partir. J'ai toutes les correspondances. Dès janvier même, j'avais écrit au PCA pour dire, même sur le plan, je suis un des rares DG qui a écrit pour dire qu'on vienne contre-auditer ma gestion. Je tiens à partir sur des bases très claires. Si j'ai fait des conneries, qu'on me le dise. Si j'ai fait des fautes, qu'on me le dise. Là où je n'ai pas réussi aussi, ce qui dépend de moi, on le dit. Effectivement, le conseil d'administration a mis un comité en place qui a évalué mon action de 6 ans à la tête de Yalgado. Et le conseil d'administration m'a donné la note de 16 sur 20. À vous d'apprécier. Si je le mérite, si le conseil d'administration de Yalgado, ce n'est pas des guignols, c'est des grands professeurs, c'est des hauts fonctionnaires de l'État, issus et du ministère de la Santé, et du ministère des Finances, et du ministère des Affaires sociales, je ne vois pas sur qui quelqu'un peut faire pression pour qu'on me donne une note de complaisance. Et j'estime que s'ils m'ont pu me donner 16, j'ai beau vouloir être modeste, je n'ose pas penser que c'est une note de complaisance qu'ils m'ont donnée. Donc, quand j'ai quitté, comme toujours, on peut entendre tout ce qu'on veut. On a entendu justement ces rumeurs disant que vous avez laissé des milliards de dettes. Mais non, mais c'est ce que je regrette dans ce pays. Dans ce pays, ce qui est regrettable, c'est que des gens se lèvent, ils affirment des choses en l'air comme ça. On ne sait même pas quelle est leur source. Ils ne savent même pas quelles sont les règles de gestion d'un établissement public de l'État. Ils se permettent de balancer des trucs n'importe comment. Il y en a par pure méchanceté. Vous êtes assis chez vous, vous ne savez même pas ce que vous avez fait à la personne. Vous découvrez que la personne est en train de se balader des plateaux de télé, raconter des choses sur vous, alors qu'il n'a même pas pris le temps de vérifier de manière élémentaire. Quand c'est une autorité, encore, c'est plus gênant. Une dette, c'est quoi? D'abord, si on devait raisonner en bête, il y a combien de ministres des Finances qui se succèdent? Vous pouvez me citer un seul ministre des Finances qui dit qu'il a quitté le ministère des Finances sans laisser de la dette intérieure de l'État? Quel est l'ordonnateur qui a géré une structure à la passation de services qui ne laisse pas des instances? Les gens ne savent même pas faire une différence entre ce qui relève de l'instance et ce qui relève des arriérés. On vient. Moi, même quand j'ai passé service, qui m'a demandé quelle est la situation
de Yalagado au moment où j'ai passé service en termes d'arriérés ou de dettes. Mais je ne vous dirai pas le montant. Mais ce n'est pas un petit montant. Ça, c'est un. En quoi un DG est responsable lorsque l'État régule le budget d'une structure? On vous dit, vous, voici votre budget. Un budget, c'est quoi? C'est une autorisation de dépenses. On dit, vous avez 1000 francs. Vous pouvez dépenser jusqu'à 1000 francs. C'est sur cette base que vous lancez vos appels d'offres, vous vous commandez. Et on vous le débloque par tranche. Et tout le monde sait que vous devez d'abord commander. Et après, à la dernière minute, on dit, non, vous avez 500. Vous n'avez plus 1000 francs. Celui qui a pris la décision de ne plus vous donner les 500, c'est à lui d'assumer les conséquences. Ce n'est pas un DG. En quoi un DG peut être tenu pour responsable? Lorsque la hiérarchie vous donne l'instruction de payer les bourses de stage des étudiants, vous payez. Vous envoyez les états pour qu'on vous rembourse. Pendant 4 ans, on ne vous rembourse pas. Même chose pour les SONU. En quoi on peut reprocher ça à un DG? En quoi, lorsque la hiérarchie prend des engagements avec des structures qui ont une incidence financière, sans vous prévenir, alors que c'est vous qui devez exécuter. Vous exécutez. Et après, on met ça sur votre dos comme si c'est vous qui avez pris la décision. Donc, je ne suis pas, comme toutes les structures à forte vocation sociale, Yalagado a toujours traîné des dettes avant moi. Je suis venu, comme je vous l'ai dit, il y a eu des régulations budgétaires en pagaille. Et si ce n'est pas parce que je ne veux pas créer, il y a une lettre du ministre des Finances à son homologue de la Santé, Mme Aka, que je félicite, qui a courageusement dit à la Santé que ce qui s'est passé, ce n'est pas normal. Parce que tout simplement, il y avait des choses qu'on ne devait pas retenir de Yalagado. Je ne veux pas créer des sources de polémique, je ne veux pas créer des trucs comme si j'avais des comptes à régler avec quelqu'un. Mais je veux dire, d'abord, le fait qu'on ait des dettes, il faut chercher d'abord quelle est l'origine des dettes. De toute façon, Dieu merci, quand j'ai quitté, ceux qui ont dit ça, ils ont fait commanditer une mission d'investigation qui est venue, qui a situé les responsabilités claires. À l'heure où je vous parle de mon sac, j'ai le rapport. Mais seulement, par respect pour la parole donnée, je ne vais pas vous le montrer, mais retenez seulement et je vous regarde droit dans les yeux pour vous dire que ce n'est pas Robert Sangaré qui a été identifié comme responsable des dettes de Yalagado. Ce n'est pas vous. Voilà. D'accord. Alors, la gestion justement de ce type de centre hospitalier, le premier du pays, ça demande beaucoup de maîtrise, beaucoup de choses. Et parfois, on entend les techniciens dénoncer aussi cette multitude de marques dans les commandes d'appareils, si bien qu'après, la question de la maintenance est régulièrement posée. Tout le temps, des appareils en panne pour les plateaux techniques. Ça revient régulièrement? Oui, c'est vrai qu'il y a des moments où effectivement ça pose problème. Dans certains hôpitaux, par exemple, nous étions par exemple jumelés à Clermont-Ferrand. Bon, et par exemple, suivant, il y a des moments où ils décident par exemple de travailler avec les équipements d'une marque donnée. Par exemple, Siemens, en imagerie, en quoi, voilà. Et lorsqu'ils décident de changer aussi, c'est carrément par une autre marque aussi de manière globale. Et effectivement, pour faciliter justement les aspects formation, maintenance, etc. Bon, ça n'a pas souvent été le cas effectivement dans nos hôpitaux ici. Et bien souvent, nous avons effectivement eu une multitude de marques qui effectivement peut poser effectivement des problèmes de maintenance. D'autant que normalement, les fournisseurs d'équipements médicaux, en raison de leur technicité, devraient disposer de ressources techniques pour pouvoir assurer la maintenance. Et bien souvent, il y a certains, ils fournissent, mais la maintenance dépend de l'extérieur. Quand vous êtes en panne, il faut faire venir quelqu'un de l'extérieur. Il faut qu'eux, ils actionnent leurs fournisseurs qui sont en Europe, par exemple, pour que ce type ait le temps de dégager un technicien pour venir faire certaines réparations ici. Naturellement, ça pose des problèmes. Et ça peut être une politique, une vision. Je crois que la réflexion a été menée à un moment donné pour que, effectivement, on puisse voir s'il n'y a pas nécessité d'harmoniser. Mais là, je pense que c'est au niveau du ministère de la Santé qu'ils peuvent discuter pour que, effectivement, voir qu'est-ce qui peut être fait pour... Mais le problème n'est pas aussi simple, c'est assez complexe parce qu'il faut d'abord que les utilisateurs puissent s'accorder parce que au niveau des médecins aussi, chacun a parfois ses préférences. Voilà, donc tout ça, ça peut être à l'origine des choses. C'est pas simple. Ouais. Parlons à présent de la gestion des crises sanitaires au Burkina Faso. Il y a eu notamment l'insurrection avec ses blessés, il y a eu le coup d'État manqué. À l'époque aussi, les critiques n'ont pas manqué par rapport à
à la gestion des cas de blessés à l'époque, ou surtout des suspicions sur la gestion des dons, des ressources à l'époque pour Yalgado? Non, c'est pourquoi je vous dis souvent, c'est parfois, au Burkina, si vous ne vous maîtrisez pas, il y a des moments, vous pouvez être découragé et ne plus prendre, ne plus avoir envie de vous donner. Dieu seul sait ce que nous, à Yalgado, on a risqué pour prendre en charge les blessés de l'insurrection. Peut-être que si les choses s'étaient passées autrement, ce n'est pas sûr que je serais assis devant vous aujourd'hui, en train de parler. Parce que lorsqu'on a commencé à nous déverser les blessés à Yalgado, le 31, personne, il n'y avait rien. Quand on est venu m'appeler, je suis allé trouver, au milieu des blessés, le sang partout, il y en avait qui gémissaient. Personne ne m'a dit qu'il fallait prendre en charge gratuitement ces patients. C'est moi qui nous avons ordonné tout de suite aux services médicaux de les soigner. On les a soignés gratuitement. C'est les blessés de l'insurrection qui ont inauguré le scanner 64 barrettes de Yalgado. En accord avec la Sojima, à qui j'ai été obligé de forcer la main pour que, alors qu'on avait installé, on était dans la phase d'essai. Il y a bien d'autres actions. Quand j'ai lancé les appels à la radio, tous les médecins, je connais des professeurs qui disent que ça fait 15 ans, ils n'étaient pas montés à mobilette. Mais après avoir entendu mon appel, ils ont garé leur voiture pour pouvoir se faufiler, venir. Ils ont pris une mobilette pour venir. Combien de vies on a sauvées? Les gens ne voient pas ça. Les dons. Il y a des gens même jusqu'à demain, celui qui veut venir va. Il n'y a rien qui a été fait dans l'obscurité. La situation des dons a été clairement faite au ministère de la Santé, point par point. Et ce n'est pas le DG qui l'a fait. Tout ce qu'il faisait en argent liquide, c'est l'agence comptable qui encaissait. Et c'est lui qui faisait la situation. J'ai toutes les preuves. Et le total des dons, c'était... Bon, je ne dis pas que ce n'est pas important. Si je me mets en tête financièrement aujourd'hui, je crois que ça tourne autour de 115 millions. Vous pensez que pour quelqu'un qui gère un budget de 8 milliards, si j'ai vraiment envie de tricher, c'est avec 115 millions? Non. J'ai 14 ans de poste de DG, des GP, des plus grands GP de ce pays. 14 ans. 8 au nous, 6 à Yalgado. Budget moyen, 8 millions. 8 milliards. Multiplié par 14 années, ça fait combien? Avant ça, j'ai été receveur du bureau de poste. J'ai géré des millions, j'ai transporté c'est moi qui étais receveur du bureau de poste de Poutenga. Transporté des millions pour servir tous les bureaux de poste, les agents spéciaux dans la région. Koupela, Zorgo, tout ça, Zuka Garango, tout ça, Boulsa et tout ça. J'étais le pourvoyeur. J'ai toujours eu un profond respect pour l'argent public. L'éducation que mes parents m'ont donnée là, ont toujours fait que j'ai toujours respecté le bien public. Et surtout, ce n'est pas dans ce genre de conditions que moi je vais chercher à tirer profit. Mais le Burkina est ainsi fait. Voilà. On ne voit pas ce que Dieu seul sait, que ce soit à l'insurrection ou au coup d'État. J'aurais pu perdre la vie au coup d'État. Quand je suis sorti, être obligé, ou bien quand j'ai pris des patients dans ma propre voiture, quand je suis sorti pour encourager, quand on a rafalé l'ambulance, les pompiers, et qu'il a fallu que moi-même, pour encourager les gens à sortir, il a fallu que moi je mette une blouse blanche pour sortir. Les jeunes m'ont reconnu vers le lycée, gendarmes m'ont ouvert la voie. Il fallait que j'ose. Et rien ne dit que j'allais revenir vivant. Quand je sortais chaque jour, ma famille me regardait. Et mon époux me disait, attends, je vais te mettre l'eau bénite, au moins avant que tu ne partes. Il y a des choses que nous avons vécues. Mais les gens ne voient pas tout ça. Tout ce que nous avons enduré. Et sans Yalgado, les conséquences humaines de ces deux événements-là, ça allait être 5 fois pire que ça. Ouais. D'accord. Alors, c'est aussi la gestion de Ebola, même si la maladie au Burkina, Dieu merci, on a été épargné, mais déjà il y avait un plan de riposte à l'époque contre Ebola. Non, quand l'épidémie est arrivée, effectivement, bon, il a fallu qu'on s'organise effectivement pour faire face. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que la plupart de nos formations sanitaires, ne sont pas préparés à recevoir les épidémies ou les pandémies. Et Ebola, c'est vrai qu'à peu près, les dispositions à prendre sont à peu près les mêmes, parce que toutes les pathologies qui viennent à travers des virus, à peu près, ont des modes de contamination qui font qu'on est obligé de prendre des mesures spécifiques. En principe, comme nous l'avons dit lors de la gestion de Ebola, le cas de Ebola, parce que
je crois que même la communauté médicale internationale a limité ça à une histoire d'Africains, parce que ça ne touchait que, voilà, c'était la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, la RDC. Bon, ça fait que ça n'a pas créé le même branle-bas de combat ou soulevé la même situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc on en a fait une affaire d'Africains. Timidement, on a aidé plus ou moins les Africains à chose, parce que d'autant plus qu'on disait que c'était né en RDC, le virus Ebola. Mais d'une manière générale, il faudra que maintenant on fasse beaucoup attention, les autorités en charge des politiques sanitaires, que de plus en plus, peut-être avec les dérèglements climatiques et toutes sortes d'événements qui arrivent, qu'on va connaître de plus en plus l'apparition de nouveaux virus qui peuvent avoir soit à une dimension d'épidémie ou à une dimension de pandémie. Pandémie, c'est quand ça prend vraiment une dimension mondiale, et épidémie, c'est quand c'est limité à une zone. Et on ne fait pas souvent attention. Il y a eu actuellement, on a eu Ebola, mais il y a eu le virus Lassa à la frontière entre le Burkina et le Bénin. Personne n'en a fait attention parce que c'est passé inaperçu comme ça, mais il faut faire attention. Donc, à la gestion de Ebola, nous nous sommes organisés, parce que tous les hôpitaux ont ce qu'on appelle un plan blanc qui permet de faire face aux catastrophes, qu'elles soient naturelles ou sanitaires et autres. Dès que ça arrive, tout de suite, on sait sur quel levier jouer pour mobiliser les équipes, etc., pour faire face. Donc, en ce moment, effectivement, nous avons déjà recommandé qu'il n'est pas normal que dans nos structures sanitaires aujourd'hui, que quand on les construit, on ne prévoit pas un bâtiment pour les cas qui peuvent nécessiter des mises à l'écart ou des isolements. Il faudra que de plus en plus, on intègre ça dans la construction de nos hôpitaux. Pour que si on prend un CHR, si on prend un CHU, on puisse prévoir effectivement... Une sorte de bâtiment de mise en quarantaine. Voilà, une sorte de bâtiment de mise en quarantaine, d'isolement. Parce qu'il y a une configuration à faire pour protéger même le personnel médical. Quand on a vu comment quand Ebola est arrivé, on n'avait pas de choses. Donc on a aménagé une petite salle à l'arrière du service des maladies infectieuses. Bon, mais c'était délicat pour les soignants, des choses. Alors que, bon, grâce à Ebomaf, que je salue au passage, que je remercie, qui nous avait donné 15 millions à l'époque, on a réalisé un bâtiment, effectivement, en concertation avec les maladies infectieuses, du point de vue configuration. Bon, malheureusement, ça a amené un agrandissement du bâtiment, et la somme n'a pas pu couvrir le tout. Quand j'ai quitté, on n'a pas totalement fini, mais ce bâtiment existe toujours, et il n'y a pas longtemps, j'ai appelé le DG pour voir s'il peut approcher les autorités du ministère de la Santé pour finaliser, donc, ce bâtiment. Mais d'une manière, il faut qu'on retienne que de plus en plus, il faut qu'on soit anticipateur, qu'on sache que de plus en plus, il y a de nouvelles maladies qui vont nous arriver à travers les virus qui circulent d'un bout du monde à l'autre, et qu'il faut qu'on soit prêt, et qu'au niveau de chaque CHR, au niveau de chaque CHU, il faut qu'il y ait des bâtiments qui puissent permettre un isolement rapide des cas contagieux en cas de maladie transmissible par virus ou bien par bactérie. C'est très important qu'on tire les leçons de ça, et j'en profite d'ailleurs pour féliciter l'équipe qui est actuellement à ça, le professeur Marcel Ouedraogo, qui a été un de mes collaborateurs pendant les 6 ans, que je connais, qui est très passionné dans son travail, et toute l'équipe, et bien sûr à Madame le ministre de la Santé pour toute la combativité qu'il déploie pour donc nous permettre de maîtriser la maladie, le coronavirus. Voilà. Donc on a dû réquisitionner l'hôpital de Tengango pour cela, justement. D'autres malades ont été donc amenés dans une clinique privée de la place. Ça veut dire que la question de l'espace, justement, adapté à ce type de situation, reste effectivement un problème, justement. Non, mais comme l'a dit le secrétaire, je crois qu'il y a un responsable du SMER qui est passé il n'y a pas longtemps ici. C'est ce qu'il a dit. Je pense qu'il faut remettre le tissu sanitaire au cœur du truc. Voilà, c'est bien les instruments, mais il faut que toute la machine sanitaire, le système sanitaire, dans sa stratification, allant des CSPS jusqu'au CHU, soit mis dans la lutte, dans la prise en charge. Il faut mobiliser tout le monde. Voilà, c'est une affaire, c'est le tissu sanitaire, c'est tout le système sanitaire dans son entièreté qui doit être mobilisé. Donc, bien sûr, ponctuellement, au début, on peut effectivement isoler une structure pour prendre, mais il faut rentrer dans la période en se disant que quelqu'un qui est soupçonné, qui a des symptômes à Banfora, puisse faire son test là-bas et être pris en charge, là-bas. Qu'à certains niveaux, qu'on forme les gens, même à l'échelon d'un CMA, on puisse peut-être faire effectivement
les diagnostics et même la prise en charge. Surtout qu'on commence à dire qu'il y a des produits qui peuvent permettre maintenant de soigner. Donc, je pense qu'on peut comprendre le choix d'une ou deux structures au début, mais maintenant, il faut travailler à intégrer l'ensemble du système sanitaire dans toute la machine, dans toute la dynamique de prise en charge du Covid-19. Justement, voilà. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette crise-là? Non, je pense aussi souvent que les Burkinabés, je m'excuse de le dire, mais bon, il y a des gens, j'entends des critiques à l'endroit du gouvernement, des autorités. Bien sûr, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais contrairement à ce que les gens pensent, le tempo de nos autorités était dans le tempo général. Moi, j'étais en déplacement en début février en Europe, en France et en Suisse. Mais il n'y avait aucun dispositif spécial. Les gens vivaient normalement comme chose. Parce que cette histoire du Covid-19, au départ, toute la communauté mondiale a banalisé l'affaire. On s'est dit, c'est une affaire de Chinois. On ne pensait pas que ça allait nous arriver. Tout le monde est resté. Même le président français, son discours date de quand? Ça s'appelle le 13 mars. C'est-à-dire la plupart des autorités, c'est à partir de la deuxième semaine de mars que tous les pays ont pris conscience. Et c'est à partir du moment où l'OMS a déclaré que c'est une pandémie, et effectivement, dès lors que l'OMS se prononce sur un virus pour dire que c'est une pandémie, les 196 pays membres de l'OMS, il y a des dispositions que l'OMS prescrit et les 196 pays membres, effectivement, mettent en branle ces recommandations de l'OMS. Mais nos autorités sont dans ce tempo. Déjà, comme je vous l'ai dit, début février, j'étais au retour à notre aéroport déjà, on nous a soumis avec l'espèce de, je ne sais pas c'est quel produit, on nous mettait déjà, voilà. Ça veut dire déjà qu'à l'aéroport, il y avait déjà un dispositif en début février, à l'aéroport de Ouagadougou. Et je crois que c'est le ministère de la Santé qui a fait ça. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que nos gens, ensuite, la plupart des mesures qui sont prises, mais ils sont à 90% les mêmes que ce que les autres pays ont fait. Et tous les pays se sont inspirés des recommandations de l'OMS. Donc, nos autorités aussi se sont inspirées pour la plupart des recommandations de l'OMS. La question, c'est l'adaptation, la contextualisation. Voilà, maintenant la question, bien sûr, il y a des cas où c'est plus dur, c'est tel pays par rapport à ce pays. Il y a tel cas, d'un point de vue culturel, c'est difficile à mettre en œuvre dans nos pays à nous, etc. Ça, je suis d'accord. Mais je pense aussi que l'autre fait que je regrette, c'est qu'il y a des moments de la vie d'une nation où il faut savoir mettre la politique politicienne de côté. Monsieur Diebré, quelle est la philosophie de l'instauration du chef de file de l'opposition en tant qu'institution? Les pays qui ont instauré ça, c'était à partir de quoi? C'était de se dire qu'à un moment donné, en démocratie, il y a une majorité, il y a une opposition. Tant que c'est la compétition, majorité gouverne, opposition critique. Mais il arrive des moments de la vie d'une nation où toute la nation est en péril. Ça peut être la guerre, telle que nous vivons aujourd'hui. Ça peut être justement des catastrophes du genre telles que la pandémie que nous vivons. En ce moment-là, on estime que la nation a besoin de s'unir pour affronter. En ce moment, le chef de la majorité parle et le chef de l'opposition dit « Ah, ici, c'est la nation qui est en danger. » Et c'est tout là. Les deux blocs, les leaders des deux blocs parlent et tout le monde se donne la main pour affronter le péril. C'est ça la philosophie de l'instauration des chefs de file de l'opposition comme institution que les pays en Angleterre, en Angleterre et dans les pays du nord de l'Europe. Mais nous ne comprenons pas ça. Et curieusement, vous allez m'excuser, c'est le jeune Barry qui a donné la plus belle des leçons. Voilà un jeune qui s'est levé, il a payé quelques machins les gels avec des masques. Il est parti voir une course, il a donné. Et quand il est arrivé, pédagogiquement, il dit aux gens, non, je ne vais pas rencontrer plus de 10 personnes. C'est ce que le gouvernement a dit. Ne pas se regrouper plus de 50 personnes. On s'assoit à 1 mètre de l'autre. Il applique ça. Vous voyez comment subtilement il a donné une bonne leçon? C'est simple, mais c'est ça. Pourtant, tout le monde sait la sévérité avec laquelle Barry critique le gouvernement. Mais cette fois-ci, il a eu une bonne intelligence. En faisant un petit exercice pédagogique pour dire aux gens, il faut vous conformer aux dispositions que le président a données. Mais ici, on voit souvent, il n'y a pas longtemps avant-hier, le président du Conseil, dans son message, dit qu'il faut faire ceci ou ceci ou cela.
Tout le monde dit aujourd'hui il faut que le président fasse ça, que le gouvernement fasse ça, que le gouvernement fasse ceci. Mais le citoyen, lui, il pense qu'il doit faire quoi? Quelle est l'autorité politique qui s'est adressée aux citoyens pour lui dire, dans cette situation, toi, citoyen, tu as une part de responsabilité pour qu'on puisse vaincre ce mal par ton comportement? On dit aux gens de respecter le couvre-feu. Il y en a qui brûlent. On dit de ne pas ouvrir les murs. On ouvre. Chacun veut qu'on adapte à son cas particulier. Non. Le gouvernement a pris des initiatives, a donné des consignes de comportement. Est-ce que vous voulez qu'on utilise chaque fois le fouet? C'est des mesures préventives. Et il faut que les gens comprennent qu'en matière de transmission et de propagation de maladies par le virus, l'arme, comme je l'ai dit sur ma page Facebook, l'arme de destruction massive du virus, c'est le bon comportement citoyen. On te dit, lave les mains chaque fois que tu bien fais ceci. On te dit, ne fais pas ceci parce que c'est une voie de transmission. Si tu respectes ça, il n'y aura pas de problème. Excusez-moi d'abuser. Prenez le cas du sida. Quand c'est sorti au départ, on a dit aux gens, c'est un virus qui se transmet, etc. Ça se transmet par voie sexuelle. Si vous voulez éviter ça, il faut faire des rapports protégés. Au début, il y a des gens qui n'ont pas compris, qui n'ont pas voulu accepter les gens. Oh, ça, c'est exactement. Ils ont forcé. Conséquence, ça fait beaucoup de dégâts dans certains pays, par exemple en Afrique centrale, tout ça, parce que les gens n'y croient pas. Mais dès lors que les gens ont pris conscience, et que chacun a commencé effectivement à se dire, à défaut d'être loyal, enfin, comment dire, fidèle à ton épouse, si tu dois avoir des rapports, des aventures, il faut que tu te protèges par le port du préservatif. Depuis que c'est rentré dans les mœurs là, regardez comment le sida est en train de reculer. Est-ce que pour le cas du coronavirus, au départ aussi, ce n'est pas aussi cette sorte d'absence de l'exécutif, du gouvernement, un bon capitaine justement pour effectivement imprimer la marque? Est-ce que ce n'est pas cela aussi qui a manqué au départ et qui a un peu déboussolé? Parce que pendant un beau temps, on a attendu des mesures qui ne venaient pas. Les pays de la sous-région qui étaient moins touchés déjà prenaient des mesures fermes. Mais chez nous, on a beaucoup attendu. Non. Mais supposons même qu'on pense que, comme je vous l'ai dit, les mesures prises par notre gouvernement étaient dans le tempo général de tous les pays. Ils n'ont qu'à prendre les déclarations des différents chefs d'État du monde entier. Ils verront que c'est dans la même semaine que pratiquement tous les chefs d'État ont commencé à communiquer. C'est l'impression qu'on a eue ici, c'est qu'on attend de voir ailleurs ce qui se passe, c'est qu'on prend comme mesure avant de se décider. Mais non, mais au moins, on fait. Ensuite, prenons par exemple les mesures que le président a annoncées hier. C'est quand même des mesures qui ont une incidence financière et économique. Il fallait quand même un peu de temps pour qu'ils disent aux services techniques, au ministère, évaluez-moi ça, par exemple, quel est l'impact. Par exemple, si on dit aux gens, vous n'allez pas payer l'eau, vous n'allez pas payer l'eau, il faut bien que c'est l'État qui va supporter. Il faut que les gens pensent aussi que nous souhaitons que le virus passe vite. Mais après, il faut que l'État vive. Est-ce que l'État va s'arrêter de vivre à partir du coronavirus? Donc, le président va donner quand même des instructions aux différents ministères, aux différents services techniques pour qu'on dise, bon, je veux bien les choses, mais faites-moi une évaluation, faites-moi une proposition. Et c'est ensemble qu'on va maintenant mettre ces différentes propositions, on va faire la synthèse pour voir ce que l'État peut faire. Des mesures parce que le président ne va pas s'asseoir dans son bureau comme ça, puis se lever et dire, aujourd'hui, bon, moi je décide que toi tu ne vas pas payer l'eau, Y va se... Il faut que les mesures, l'impact sur le plan financier, aujourd'hui, il a mesuré l'impact sur le plan financier. Il a dit toutes ces mesures que nous allons prendre pour lutter, pour protéger le personnel de santé, à qui j'adresse mes encouragements parce que je fais partie de cette famille, que je félicite pour le travail et le sens du sacrifice, je les connais suffisamment. Mais le président, il a évalué. Il sait maintenant, il nous faut 300, presque 400 milliards pour pouvoir faire face à cette situation. Il a vu ça. Conséquence, il a dit tout de suite, on va faire une loi rectificative. En ce moment, il va donner des instructions au ministre des Finances et à l'Assemblée pour dire, revoyez la structure du budget de l'État pour couper ici, arranger ici. Vous voulez qu'il fasse en combien de temps il pouvait faire ça? D'accord. Et ça a un impact, ça aura un impact assez positif. À votre avis, pour certains, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, ces mesures annoncées justement. Non, c'est ce que je regrette. Je dis toujours. Ces mesures d'accompagnement. Il faut que nous, les Burkinabés, nous disions toujours, l'État fait, mais moi, en tant que citoyen, qu'est-ce que moi je fais? Parce que l'impression que j'ai, c'est que le citoyen burkinabé pense que c'est l'État qui doit tout faire, mais lui, il n'a pas d'effort ou de sacrifice à faire. Non. D'un côté, imaginons déjà que chacun respecte les consignes du gouvernement. Moi, je vois des gens se plaindre du couvre-feu. Mon ami, combien de fois on a vécu des couvre-feux ici plus longs que ça? Qui a bronché? En quoi le fait de faire le couvre-feu fait du mal à un moment donné? Combien de fois, dans ce pays-là, on a fait des couvre-feux de 1 mois? Donc,
je pense. Ensuite, il y a des comportements. Je pense que certains langages, il ne faut pas... Certains langages, c'est comme si on veut décourager les citoyens à ne pas respecter les consignes du pays. Je pense que l'adversité politique ne doit pas nous amener à encourager les Burkinabés dans l'indiscipline. Je vous prends un seul cas. J'écoutais avant-hier un médecin. Je suis désolé, j'aime bien les médecins, c'est ma famille. Le président conseille à ce qu'on porte des cachenets. Tout le monde est dans ça. Les gens ont accepté la chose. Toi, médecin, tu dis, toi, tu penses que, oui, quand tu vois des gens qui portent cachenets dans leur voiture vite blindée, ça te fait rigoler. Même si tu penses que ce n'est pas nécessaire. C'est une précaution supplémentaire. Tu n'as pas à ridiculiser cette consigne qui est dans le discours du président. D'autant que nous voyons dans le monde entier les gens porter des cachenets se baladant dans la rue. C'est que ça sert à quelque chose. D'accord. Voilà. Okay. Alors, le Covid-19 aujourd'hui et les défis de notre système sanitaire, apparemment, là, c'est vrai qu'on va dire que c'est un phénomène mondial, même au niveau international, au niveau mondial. On a vu que tous les systèmes sanitaires sont mis à rude épreuve. Personne n'arrive véritablement à maîtriser la situation. Mais parlons de notre cas, le Burkina Faso aujourd'hui. Est-ce que effectivement, là, ce n'est pas une occasion véritablement de penser à des investissements assez structurants? Vous avez été manager de la plus grande structure donc, sanitaire de la place, du Burkina. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi, ces occasions de crise-là, de faire des investissements massifs dans ce secteur? Parce qu'on a l'impression que la santé aussi, tant que tout va bien, le petit appareil qui ne coûte pas forcément cher, ça manque toujours. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin de plus de respirateurs. On dit qu'on n'en a même pas une vingtaine dans tout le pays. C'est assez hallucinant. Pour les kits de tests aujourd'hui, on l'évalue, on pense que bon, on peut l'avoir, mais là, on a des difficultés à les avoir, justement. Est-ce que aussi ce n'est pas le moment, et à chaque fois qu'on voyait qu'une autorité politique est malade, les populations reviennent sur ça, travailler à développer votre système de santé, ou là, tout en train de chercher à se faire évacuer à l'extérieur, c'est peut-être l'occasion aussi, justement, de faire ça. Oui, mais c'est comme on dit. Il y a un pays dont j'aime citer un exemple. C'est le Canada. Dans ce pays-là, on dit l'échec ou les épreuves de la vie préfigurent le succès de demain. C'est-à-dire que dans les philosophies, il faut savoir tirer leçon des épreuves ou des échecs. Si on considère que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est une épreuve, et effectivement, ça n'est une sur le plan de la santé, ce qui est important maintenant, c'est de savoir en tirer les bonnes leçons. Pour se dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, de plus en plus, et moi je le crois, nous allons connaître ce genre de situation épisodiquement. Des nouveaux virus qui peuvent apparaître, soit par la faute de l'homme, parce que si vous avez suivi même cette histoire de coronavirus, on accuse un professeur d'avoir fabriqué ça dans un laboratoire. Je crois que même aujourd'hui, aux États-Unis, le problème se pose, ce débat. Donc, soit par la faute de l'homme, soit par les dérèglements climatiques, soit pour d'autres raisons, ou à travers les animaux, etc., sauvages, tout comme vous nous dites, on pourrait connaître l'avènement de nouveaux virus. Donc, il faut qu'on intègre ça dans notre politique, dans nos actions futures de politique, notamment en matière de réalisation des infrastructures. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on doit construire maintenant un CHR, un CHU, et même ce qui existe déjà, il faut qu'on pense à y implanter en l'air sain des bâtiments qui peuvent permettre de mettre les gens en quarantaine ou d'isoler en cas d'apparition d'une bactérie ou d'un virus très contagieux. Il faut qu'on intègre ça de plus en plus. Et pas seulement le bâtiment. Parce qu'en matière de bâtiment, non seulement il y a la configuration du bâtiment à réaliser qui doit permettre au personnel soignant de soigner éventuellement les malades sans s'exposer eux-mêmes trop, mais en matière de tout ce qui est équipement. Et on a vu, c'est quand il y a une maladie, un virus, on se rend compte que notre personnel n'a pas de blouse, n'a pas de scaphandre, les trucs qu'on porte pour se protéger, il n'y a pas de combinaison. Même au temps d'Ebola, on a dû courir à gauche, à droite, bricoler par-ci, par-là. Bon, ce sont des trucs qu'on doit avoir dans notre stock maintenant, en ce qui concerne les équipements de santé. Si on doit poudre des blouses pour le personnel, etc., il faut qu'on pense maintenant à avoir aussi, en commandant des blouses, il faut qu'on commence à commander aussi des combinaisons, qu'on commence à avoir des gants, qu'on commence à avoir effectivement de nos stocks l'alcool hydro et des choses, tous ces trucs qui peuvent permettre de prendre en charge effectivement les maladies contagieuses, qu'on puisse les avoir. Deuxièmement, c'est au niveau de la formation. Il faut
que de plus en plus, au niveau des curricula de formation, même à l'École nationale de santé publique, je n'ai pas en tête quelle est réellement la chose. Je ne dis pas que le curricula n'est pas bon, mais de plus en plus, il faut les renforcer. Et les renforcer, c'est psychologiquement d'abord le personnel qui doit être prêt à se dire. Vous savez, la santé, quand vous êtes dans la santé, c'est comme si vous avez choisi de sacrifier votre vie pour les autres. L'agent de santé, c'est comme le militaire. Il doit accepter qu'il peut mourir en sauvant la vie des autres. C'est ce que je disais aux gens des fois à Yalagato. Je dis non, tu dois être fier. Moi, je dis, je suis fier, je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de passer dans ma vie terrestre là, au milieu de la famille, de la santé. Et je rends grâce à tous les agents de santé, tout le personnel de Yalagato et tous les acteurs, vraiment pour m'avoir accepté dans cette famille. Donc, je pense qu'il appartient aux autorités, après cette épreuve-là, maintenant, lorsqu'on doit mener des actions, ensuite il y a la prévention. Une des grosses erreurs en Afrique, c'est que toutes nos actions en matière de santé, on met toujours beaucoup plus l'accent sur le curatif. Ça fait que l'aspect préventif, et malheureusement même l'opinion, néglige l'aspect préventif. Vous-même qui êtes assis là, je ne suis pas sûr que vous contrôlez sur le plan préventif. Combien de fois vous regardez votre santé par an? Ne serait-ce que je dis, bon, bah, écoute, je prends de l'âge, je vais vérifier mon taux de glycémie. Je vais vérifier mon taux de glycémie si le diabète ne commence pas à pointer son bout de nez quelque part ou bien la goutte parce que je bouffe tout le temps de la viande, je suis assis, machin. Est-ce que vous le faites? La santé, ça se gère aujourd'hui, comme quelqu'un l'a dit, le jeune médecin CAM, il faut faire la visite technique chaque fois. Comme vous le faites pour votre voiture. Exactement. Donc, je pense que les aspects préventifs, que ce soit au niveau national, par les autorités politiques, mais au niveau individuel, il faut que de plus en plus on se dise qu'il faut d'abord mettre l'accent sur l'aspect préventif, les mesures préventives et les mesures anticipatives pour dire si tel cas arrive, comment on fait. On n'a pas besoin de tergiverser, tout est prêt tout de suite. Et les hôpitaux ont des plans blancs et il faut que l'État accepte de financer les plans blancs des hôpitaux. D'accord. C'est bon. On est en fin d'émission, malheureusement. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci, c'est vrai que par moments, j'ai parlé avec beaucoup de passion, c'est ma personnalité comme ça, surtout lorsque ça touche le domaine de la santé. Je voudrais m'excuser donc pour ceux qui me trouveraient peut-être un peu passionné, mais c'est comme ça aussi que j'ai travaillé, parce que parfois, c'est la passion qui vous permet aussi de vous donner le meilleur de moi-même, parce que pour moi, le domaine de la santé est un domaine tellement noble, est un domaine tellement essentiel de la vie de la nation que je me sens tellement impliqué, intégré dans cette famille, que tout ce qui les touche, ça m'emballe. Donc, je voudrais donc remercier et surtout dire, comme je l'ai dit sur ma page, que si ma petite voix peut porter, c'est vraiment d'inviter les Burkinabés à se dire que les efforts doivent être partagés. L'État qui fera ce qu'il fait, la sensibilisation, les autorités sanitaires, c'est sûr, et maintenant, le citoyen doit savoir aussi que j'ai ma part d'effort à faire pour que les résultats qu'on vise puissent être atteints. J'espère donc que chaque Burkinabé se conformera aux différentes consignes, aux différents conseils que l'État a donnés pour que vraiment on puisse vaincre cette terrible maladie qui, comme vous le voyez, est en train de désorganiser le monde entier. Merci encore une fois. Merci dans le fauteuil blanc. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Dans le fauteuil blanc, il y avait Bibia Robert Sangaré, ancien directeur général du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo et fondateur de Deux Amis, l'agence internationale Les As du management et de la santé. Excellent sur le programme sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Bonsoir.